Bien, voilà, donc, c'est bon. Je vais présenter donc notre expérience qui est avec ces petites différences par rapport à ce que vous allez voir tout à l'heure. Bon, d'une part, j'ai indiqué une démarche nouvelle parce qu'on n'était pas du tout dans cet état d'esprit de construire des choses autour de la semence et de la biodiversité. Donc il a fallu lancer un groupe, essayer de le faire vivre, donc on va voir où est-ce qu'on en est. Et puis l'autre deuxième point d'originalité, c'est qu'on n'est pas exclusif, on parle souvent de biodiversité cultivée, donc quand on parle de prairie, on est à la limite de la culture, et surtout si nous on s'intéresse à la prairie permanente, bon, on est encore un peu plus loin de l'aspect culturel, donc c'est le deuxième point que je voudrais illustrer, qui explique pourquoi peut-être on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc, juste en introduction, c'est-à-dire que par rapport aux gens avec qui on a essayé de travailler, bon, ce qui a émergé assez vite, à la fois du point de vue des agriculteurs, mais aussi des organisations techniques qui étaient dans le projet, c'est que la prairie permanente, ça reste quand même une boîte noire. Et c'est d'autant plus une boîte noire que les agriculteurs, les éleveurs, on va pas dire qu'ils sont encore des pasteurs. En tout cas, ce qui compte le plus, c'est l'animal. Et que finalement, le support végétal, c'est juste le support pour faire vivre l'animal et qu'on a du mal à regarder ce qui s'y passe. Et on cherche, il y a peu de gens qui cherchent à comprendre ce qui s'y passe. Et les éleveurs sont de plus en plus mal à l'aise par rapport à ça. Et donc, on considère que ça reste des cueilleurs d'herbe. Ce qui a pu changer par rapport à la vision, à l'agriculture, à l'élevage traditionnel, au sens du XVIIIe, du XIXe siècle, c'est que, bon, à travers l'évolution des techniques, le lien avec le milieu et les prairies s'est vraiment distendu, parce que les troupeaux sont agrandis, on n'est plus tout le temps derrière les bêtes, et donc on ne regarde pas ce qui se passe, on les envoie dans un endroit, on ferme, on revient 2 heures plus tard. Et donc, sur les pratiques de fauche, c'est la même chose aussi, où on arrive avec des tracteurs, on travaille de plus en plus vite, et sans regarder ce qui s'y passe. Donc, voilà, il y a une distance qui s'est faite avec le milieu, et les gens sont un petit peu perdus là-dessus, et donc on dit qu'il y a des pertes de savoir-faire qui sont relevées par tous. Autre point, c'est la spécialisation. Les gens sont devenus éleveurs, alors qu'avant c'était la polyculture, élevage de subsistance. Donc il y avait toujours un peu de céréales, à paille, un petit peu de maïs, et puis on restaurait la fertilité avec la farouche, pas la luzerne, elle poussait pas chez nous. Et donc cette chose-là a disparu, donc du coup, voilà, ce qui peut être la gestion de graines avec la partie de céréales, puis du maïs ou de rable, elle s'est vraiment complètement perdue au cours des 50 dernières années. Et le dernier point, c'est que les éleveurs ont des gros troupeaux aujourd'hui, donc c'est très chargé et ils ont du mal à alimenter correctement, donc on achète beaucoup. Donc du coup, ce qui a émergé, c'est dans les discussions avec les organisations et avec les éleveurs, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment on est capable d'entretenir ces prairies permanentes et d'entretenir cette flore complexe sans la voir évoluer de manière incompréhensible. Et il m'a dit, bon, apportez-nous des éléments sur la façon de le gérer. Est-ce qu'on pourrait être capable, avec les pratiques agricoles, de contrôler ce qui pousse et le maintien des légumineuses, le maintien des diverses. Bon, voilà. Ils étaient surtout sur cette demande-là. Et puis on a quand même sous les pieds, on a le sentiment qu'on a quand même une grande richesse et que ça, c'est peut-être pas reconnu aujourd'hui. Et voilà, il disait, ce qu'on est attaché dans notre rôle, c'est à faire reconnaître qu'on a maintenu cette diversité des milieux, d'espèces et autres. Et voilà, ils disent, ça, aujourd'hui, ça n'existe pas et on aimerait que ce soit un peu mieux reconnu. Et du coup, dans cette approche-là, la partie graine n'était que une partie parmi d'autres, c'était pas forcément l'élément dominant de l'action. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? En fait, les
choix qui se sont faits en quelques années. On dit, bon, quand même, on ne peut pas explorer toutes les espèces. Donc on va s'orienter sur des espèces cibles qui pourraient être à la base de prairies équilibrées à bas intrants, où il y a à la fois de la graminée, et puis bon, on a une en tête qui nous intéressait plus que d'autres, et des légumineuses qui soient adaptées à la zone et au contexte, donc des trèfles blancs, des trèfles violets et des lotiers. Après, il fallait faire reconnaître aussi, bon, voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Est-ce que le dactyle qui poussait dans les prairies permanentes ou le trèfle violet, est-ce qu'il était particulier ou est-ce que c'était ceux de la sélection? Je disais non, ils ne poussent pas pareil, pourquoi ils sont périns? Bon, donc on avait le sentiment que c'était différent, mais sans savoir ce qui pouvait exactement les différencier de ce qui était vendu dans le commerce. Voilà, on a dit il faut qu'on arrive à les évaluer et comme je venais plutôt du monde un peu scientifique, on a dit bon, on va essayer quand même de le faire à peu près proprement pour que ça puisse servir de démonstration aux autres, parce que si on ne fait pas une démonstration, ça ne sera jamais reconnu. Bon, donc on a mis en place avec l'INRA et puis Estelle aussi qui a fait tous les plans, bon, des dispositifs à peu près rigoureux qui permettent d'arriver à des choses probantes. À côté de cette évaluation, voilà, comme on ne connaissait pas les graines, il a fallu apprendre à les manipuler et d'abord à récolter. Et bon, est-ce qu'il faut tout récolter, là, attraper en mélange ou en pur? Bon, on a attrapé sur les tapis de fauche, on a attrapé dans les râteliers, et puis en pur, on est allé le faire à la main. Donc on a exploré plusieurs formes et après on a ressemé. Et puis on a regardé ce qui poussait, ce qui levait, tout ça. Bon, on s'est aperçu que de faire du mélange, on n'avait pas forcément la sortie ce qu'on aurait aimé. Et donc on s'est fait la main là-dessus. Puis on s'est fait la main aussi sur la gestion des semences. On ne savait pas est-ce qu'il faut les faire sécher, comment on les fait sécher. Bon, donc on a essuyé pas mal de plâtre. Les plus bêtes, c'est les paniers qui sont en train de sécher dehors et puis un coup de vent qui met tout par terre. Et où on n'a pas fait attention, et dans le fenil, il y a les souris qui sont passées. Bon, voilà, donc on a exploré ce que d'autres ont dû connaître avant, des grosses bêtises à ne pas faire. Mais on a été heureux d'apprendre un certain nombre de choses là-dessus. En tout cas, et puis l'autre élément vis-à-vis de l'extérieur, il fallait démontrer que cette biodiversité prairiale, elle avait une valeur. Et nous, on espère que d'ici quelques années, cette valeur sera vraiment reconnue. Il y a des exploitations qui hébergent une très très grande biodiversité, mais vraiment exceptionnelle. Et la seule valorisation qu'il y en ait, c'est le jour où le garde du parc national il vient demander je peux aller balayer un peu dans les fenils et utiliser cette semence. Et donc, cette biodiversité, elle est utilisée, mais elle est gratuite. Et donc, on a envie de dire que ceux qui l'ont maintenu, qui la travaillent, ça serait bien que ce soit reconnu, qu'on lui mette une petite valeur et que ça ne serve pas uniquement. Bon, voilà. Donc ça fait partie de ce qui est travaillé avec les gens et ce à quoi ils sont accrochés. Bon, c'est vrai qu'on a démarré en 2006 et donc il y a eu avec Laurent Hazard et puis les gens d'Agir et des sciences sociales une première caractérisation des attentes des éleveurs par rapport aux prairies, entre ceux qui étaient en montagne, qui ne peuvent pas faire grand-chose si on veut ressemer, ou sursemer, ceux qui sont dans la biodiversité, et puis des conventionnels qui, eux, attendent des prairies pour faire du lait, donc il leur faut des choses simples et de la culture. Après, on a attendu quelques années avant de redémarrer, donc là c'est toujours pareil, c'est Laurent Hazard qui nous a mouillé dans un petit programme qui s'appelait Au-delà. Et donc on a eu quelques moyens pour relancer une animation avec différentes organisations professionnelles ou associations qui sont représentées sur ce schéma, avec le noyau dur original de 2010 et puis un élargissement progressif avec les centres de formation. Donc voilà, en 2012, on avait 4 centres de formation qui étaient partants. On avait des organisations d'éleveurs qui étaient partants, qui nous ont aidé après à recruter des éleveurs.
je crois qu'il y a les horaires, hein, pour accélérer. Donc, bon, c'est une carte pour présenter un petit peu les éleveurs qu'on est allé solliciter au départ. Pardon. Voilà. Donc, c'est les points verts, donc surtout le département. Et puis en rouge, c'est ceux qui nous restent 4-5 ans après, qui sont vraiment mordus et qui sont les fondateurs de l'association. Il y en a beaucoup moins. Mais bon, ils commencent à savoir pourquoi ils ont envie de travailler ces questions et de quelle façon ils pourraient les travailler ensemble. Bon, voilà les photos de nos plantes cibles. Donc, on a essayé de rester très basique sur des espèces pas forcément réputées différentes. Bon, pour nous, le tactile, c'est une super plante parce qu'elle est vraiment adaptée aux conditions pédoclimatiques chez nous. Et elle est très bien pâturée, elle est très facile à faucher. Bon, donc si on la met avec un mélange de trèfle blanc, trèfle violet, on a quelque chose qui fonctionne très très bien. Et le lotier qui se pousse bien chez nous, donc qui est l'équivalent du Saint-Foin véronais, et qui aussi a des vertus en termes de santé animale, hein, avec des tanins anthelmintiques, mais aussi ces tanins ils sont porteurs d'antioxydants, donc on vous conseille d'en consommer par rapport au risque par rapport aux maladies, au cancer et autres. Au cours du temps, bon, en fait, dans le groupe, il y avait une demande très très forte autour des pratiques traditionnelles. Bon, donc, il y avait cette espèce d'idéalisation de ce qui se faisait avant et des savoirs qu'il pouvait y avoir autour. Et donc on a essayé de monter un projet qui avait deux phases, une qui devait se faire en lycée agricole, et là ça n'a pas bien suivi, et puis l'autre on a travaillé aussi avec l'INRA autour de la collecte de ces savoirs, dans l'idée de, voilà, est-ce que ces pratiques et ces savoirs traditionnels, est-ce que ça vaut le coup de les remobiliser aujourd'hui et de quelle façon? Alors, on voit vite les limites parce que les conditions de production il y a 50 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. J'ai quand même mis en bas un exemple particulier, c'est la farouche. Donc la restauration de la fertilité des sols se faisait avec le trèfle incarnat dans toute la région. Et bon, je pense que ça se faisait jusqu'à Ampaka et autres. Et donc, ouais, ça revient. Alors, ça ne revient pas forcément en semence locale. En tout cas, là je suis très heureux parce qu'il y a un groupe autour de Navarin, de Sauveterre, qui travaille sur un produit sur le canton, et donc ils vont inscrire dans le cahier des charges pour produire de la viande sur la zone. Effectivement, on a réintroduit la farouche comme restaurateur de fertilité de sol avant le maïs. Donc, bon voilà, ça va rebondir différemment, et peut-être que demain on fera aussi de la semence là-dessus, si vraiment le truc qui marche. Voilà, bon, après les fameux sites d'évaluation. Donc, on a fait le choix de travailler avec les lycées agricoles, donc d'aller mettre des plantes dans les lycées agricoles. On s'est allé un petit peu d'aller attraper des pieds en montagne, dans les exploitations de montagne. On a récupéré les pieds entiers, pas seulement la graine, et pour être à égalité. Et puis après, on a fait nos répétitions d'un site à l'autre, les 4-5 répétitions, et on a fait des observations sur la précocité, sur les traits fonctionnels et autres. Et ceux qui ont pu lire là-haut, il y a une affiche sur le tactile et sur ce qui peut différencier différents types. Bon voilà, après c'est au cours des expériences, donc la photo de la récolte à Baïgori, vous voyez sur la gauche, c'est l'éleveur qui se gratte un peu la tête. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Non mais bon, voilà, il a compris ce que c'était que d'aller récupérer la graine de lotier et la graine de trèfle violet. Donc il n'y a pas la date là-dessus, mais on est fin août, et donc on était sur fin août sur des repousses, et avec de la graine qui était venue sur la deuxième pousse et pas sur la première. À gauche, 7 PPA, donc même si on n'a pas beaucoup travaillé, à un moment on a embringué le 7 PPA pour mettre en place un petit essai chez un producteur bio où on a ressemé différents stocks de graines qu'on avait récupérés. En bas à gauche, la récupération de graines sur les tapis de fauche. Voilà, on est un peu déçus parce qu'on récupère que de la graminée et pas celle qui nous intéresse.
Et puis à droite, c'est une démonstration qui est faite par NP, donc les stations de ski, elles font aussi la récolte de graines pour remettre dans les zones où les bulldozers sont passés dans les stations de ski, donc ils travaillent là-dessus. Bon voilà, d'autres exemples en bas à gauche, c'est aussi un travail qui a été fait avec des classes d'élèves du lycée de Laurent. On a mis en place un dispositif pour semer à la fois les mélanges et le pur, et bon, essayer de le faire de manière propre pour l'évaluer. Donc il y a encore des choses qui sont observées depuis 2 ans. Voilà. Et pour terminer, parce que je pense que je dois arriver au bout, donc on a quand même l'histoire, elle n'est pas finie, même si en 2014 on a eu plutôt de mauvaises nouvelles. Bon, on était sur la fin d'un programme, la technicienne qu'on voulait embaucher, on n'a pas laissé la garder. Bon, donc ça a été assez dur, mais bon, les éleveurs se sont à nouveau réunis, ils ont dit non, il faut qu'on dépose l'association. Les statuts sont à peu près écrits. C'est des Basques et des Béarnais, donc les Béarnais ont dit oh, oui, non, mais on va prendre le nom basque, hein, et la racia, ça veut dire la semence d'herbe. Mais le siège social, il sera à Etsotte, en haut de la vallée d'Aspe. Bon, voilà, il y a une bonne. Tout de suite, ils se sont accordés sur ce qu'ils avaient à mettre en commun entre le Béarn et le Pays Basque. Donc il y avait une dizaine de fondateurs. Bon, là, il va y avoir quelques-uns de plus, parce qu'on intéresse quand même d'autres personnes. Et comme je disais ce matin, voilà, on essaye de minimiser leur attachement institutionnel, même si pour le moment j'ai encore un logo de chambre d'agriculture ici. Bon, voilà, il faut qu'on arrive à travailler indépendamment de toutes les institutions, y compris des CIVAB ou autres, pour avoir cette liberté de travailler ensemble sans être prisonnier des chapelles. Bon, donc ça, c'est... Non, on a dit, il faut que ça reste ouvert, il ne faut pas qu'on se remette dans un réseau, qu'il soit le CIVAB ou la chambre ou autre, il faut qu'on soit indépendant de ça. Et la bonne nouvelle qu'on va leur annoncer, c'est effectivement, logiquement, on devrait quand même avoir 4 moyens d'animation, peut-être fin 2015, mais sur 2016-2017, pour remonter en puissance sur le travail qu'on va faire ensemble avec ces 10-15 fondateurs que j'ai nommés.